Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour. Nous revenons aujourd'hui pour notre direct de ce soir où nous allons continuer et peut-être nous allons donner un petit résumé sur l'opération qui a été lancée contre les colons en République démocratique du Congo. Cette opération qu'on appelle l'opération Ndobo, où le ministre de Justice, M. Constant Moutamba, nous a informé que cette opération est à la troisième vague de détenus qui ont été envoyés au niveau de la prison de Angenga pour être exécutés. Alors, chers compatriotes, il y a des émissions sur notre base de données, notre site YouTube. Tapez Journal Officiel Expliqué, vous trouverez des émissions qui sont déjà postées là. Et puis, nous avons une vidéo où nous avons fait une compilation de toutes les données à notre disposition en rapport avec cette affaire de Colonna. Nous avons fait notre analyse par des émissions qui sont déjà postées sur YouTube. Mais aujourd'hui, nous allons faire juste un récapitulatif et de nouveaux éléments à notre disposition par rapport à ça que nous allons donner notre analyse. Chers compatriotes, peuple congolais, avant de commencer notre direct de ce soir sur le sujet de Colonna, des jeunes citoyens appelés communément Colonna, ce sont des jeunes qui sont désœuvrés, ce sont des jeunes qui ont choisi d'être en conflit avec la société, qui ont choisi d'être en conflit avec la constitution et les lois de la République qui interdit tous les actes qu'ils posent comme malfrats. Alors, nous allons d'abord rappeler le sujet de l'actualité politique de notre pays. C'est lundi le 13 janvier 2025, nous avons comme nouvelle, d'abord nous avons appris le décès du catcheur Edingwe en République du Maroc. Mais aussi, nous avons suivi sur la RTNC que le FARDC étouffe l'élan du 1-23. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais aussi, dans les sources officieuses, nous avons suivi que la ville de Goma serait en danger, où les rebelles du 1-23 ont déjà récupéré la localité de Sake et Kibata. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Sake et Kibata sont juste à 23 km de Goma. Vrai ou faux, nous n'avons pas de certitude jusque-là, nous n'avons pas une information officielle pour confirmer cela. Notre devoir est de vous informer sur les faits et faire nos analyses et observations. Avant d'abord de passer aux analyses, pour cela, on doit vous dire ce que nous avons récolté comme données sur le terrain. Est-ce que c'était nécessaire de vous informer? Oui, c'était nécessaire de vous informer parce qu'on ne peut pas laisser la population dans la confusion totale. Puisqu'il y a un peu d'amalgame au niveau du Congo où on a interdit aux journalistes de parler librement de cette guerre où nous n'avons pas de précision de la part du gouvernement et de la part de la RTNC qui est la radio nationale et télévision nationale congolaise. Donc ici, nous avons encore suivi que la République du Rwanda a fermé ses frontières avec la République démocratique du Congo. Mais aussi, chers compatriotes, à travers ce direct, comme je l'ai dit, nous allons devoir faire juste une rétrospective par rapport à cette affaire de Colonna. Pourquoi pas donner déjà notre petite conclusion depuis que cette opération Ndobo a commencé jusqu'ici. Quels sont les pour et les contre? Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages? Est-ce que c'est la seule solution pour l'État? On ne sait pas. Nous présentons d'abord les faits et nous donnerons nos analyses. Donc pour ce faire, nous allons devoir arrêter d'abord notre musique et revenir à notre vif du sujet. Chers compatriotes, peuple congolais, avant de commencer notre direct, j'ai rappelé que le titre au sommaire, ce sont juste les Colonna. Cette opération Ndobo qui a été lancée par le chef de l'État avec son premier ministre, ensemble avec le gouvernement, donc les ministres sectoriels qui sont concernés, le ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani Lolo, et puis il y a le ministre de Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Alors, chers compatriotes, nous allons commencer juste par un élément du ministre de Justice et nous allons continuer la suite de notre émission. Suivons cet élément, s'il vous plaît, et je reviendrai tout de suite pour une petite analyse et on passe au suivant. Merci. Ils ne sont pas des rebelles. Quels sont réservés? Voilà. Suivez l'élément. Un mineur de 17 ans. Voilà.
Je dis qu'un enfant qui a moins de 18 ans. Je suis un traiteur de ici parce que je lis les lois, j'interprète qu'est-ce que les lois disent. Votre parent, à coup de machette. Voilà. Vous faites quoi de cet enfant? Quelqu'un qui a tué votre parent. Entre ces mineurs qui a tué Voilà. votre parent. Voilà. Et un majeur. Un majeur. Qui a volé peut-être une poule. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Qui en principe devrait bénéficier de la clémence. Ok. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà du tout, il faut bien apprécier les cas. Mais ça c'est ma conviction personnelle. Ok, allez-y. À un moment, nous avons été emballés. Ok, continuez. Et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société, je m'appelle par là, chers compatriotes. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes. Je crois que j'avais déjà fait une émission par rapport à tout ça. Et j'ai dit ici que je vais juste faire un récapitulatif de ces deux émissions. Et ensuite, je vais conclure avec des nouveaux éléments qui sont à notre disposition sur cette décision, sur cette affaire de colonnes à l'opération Ndogodon. Les colonnes qui sont jugés en flagrance et envoyés directement à la prison centrale de Angenga où ils sont exécutés. Donc les paroles du ministre Moutamba sont sur le net, sur YouTube, Facebook, TikTok, partout. C'est relayé. En fait, nous sommes en train de vivre ce qu'on peut appeler ici comme propagation des faux bruits. Parce que le gouvernement trouve ça normal de propager la mort des gens, d'en faire une publicité, d'en faire une campagne. C'est là où, en fait, je donne un avis qui est tout à fait... il y a des gens qui peuvent me traiter en fait d'être partial, mais non, je ne suis pas partial, je suis vraiment impartial. Sauf que je constate là qu'il y a un peu de l'apologie, il y a un peu de la diabolisation, il y a aussi du populisme. Mais nous allons revenir sur le fait qu'il a dit là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut voir aussi, c'est-à-dire qu'il a d'abord dit, un mineur qui entre dans une maison, un mineur de 17 ans, il tue ses parents. Alors, quels sont réservés à ces mineurs-là par rapport comparativement à un mineur ou bien à un majeur, lui il dit un majeur qui vole. C'est là où j'ai vraiment trouvé un élément très important pour commencer ce direct. C'est quoi alors cet élément? Il dit ceci. À qui on doit accorder la clémence entre un mineur qui tue les parents et un majeur qui vole l'argent? Je prends l'exemple d'un mineur qui a tué les gens. On nous a montré des colonnes, ils ont tué des personnes. Ils sont coupables, je suis tout à fait d'accord. Ils sont coupables. Ils ont été jugés, ils ont dit qu'on doit les exécuter. Je suis d'accord jusque-là. Alors, regarde maintenant là où il y a les bas blesses. Il dit un majeur qui vole l'argent. Mais ici, moi, en fait, je sors des éléments précis où il faut mettre chaque chose dans son contexte. Les majeurs qui volent l'argent, je prends un exemple. Nicolas Kazal, il a volé beaucoup d'argent. Et ce que tout le monde sait aujourd'hui, personne ne l'oublie, 400 millions en mode d'urgence, l'argent destiné à l'éclairage public de la ville de Kinshasa, mais aussi l'argent destiné au forage d'eau, où on devait installer des puits de forage. Et d'ailleurs, déjà, le puits de forage, l'eau de forage, c'est démodé dans des pays modernes. Je ne dis pas même les pays modernes, mais même les pays africains qui sont en voie de développement, on ne boit plus les eaux des puits. Mais sauf que notre gouvernement a estimé que, malgré les multiples ressources d'eau que la RDC possède, il faut encore continuer à donner de l'eau de puits aux Congolais. Alors là, on n'en fait pas. Le problème se pose au niveau où l'argent a été décaissé en mode d'urgence. Et le montant, c'est combien? C'est 400 millions, chers compatriotes. Il faut que vous compreniez là. Il y a beaucoup de choses qui sont à reprocher à M. Nicolas Kazadi, mais aussi à M. Félix Tshisekedi. Je vais établir les responsabilités une à une. La première responsabilité de Nicolas Kazadi, c'est quoi? Il est l'argentier national à cette époque-là. C'est lui le ministre des Finances. Le ministre des Finances, pour votre mémoire, il est le caissier de l'État. C'est lui qui gère l'argent public de l'État. Alors, cet argent qu'il gère, ça ne lui appartient pas. Et sauf qu'il y a un projet où lui doit permettre à ce que l'argent puisse sortir et ça puisse contribuer à la matérialisation de ces projets-là. Sauf que le ministre, il sort l'argent en mode d'urgence, en violation des règles de gestion des fonds publics. Il sort un montant qui est tout à fait extraordinaire, 400 millions, ce n'est pas rien en mode d'urgence. La loi n'autorise pas que l'argent puisse sortir en mode d'urgence, mais il y a des exceptions de sortir l'argent en mode d'urgence. Lorsqu'il y a vraiment urgence, le montant est limité à 10 millions. Mais sauf que lui, il a sorti 400 millions, ce qui veut dire qu'il a violé la loi 40 fois plus. C'est ça, en fait, l'idée là-bas. Première idée. Deuxième idée, c'est quoi? Deuxième idée, c'est que le ministre a posé la question. Avec la petite qui est mineure, qui a tué ses parents, et le ministre Nicolas Kazadi qui a volé 400 millions, à qui la République doit accorder une clémence? Si on me posait moi la question, je dirais personne. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont coupables. Et pourquoi la République doit leur accorder clémence à ce niveau-là? Il n'y en a pas, c'est pas possible.
Ils ne méritent pas cette clémence. On doit leur accorder absolument rien. La République prévoit des mécanismes pour sanctionner l'enfant qui a tué ses parents. La République prévoit aussi des mécanismes pour arrêter les voleurs et récupérer l'argent de l'État. Mais sauf qu'ici, le ministre fait une faute, il commet une faute. En commençant déjà à plaider pour qu'on ne puisse pas exécuter et surtout pas poursuivre les voleurs. C'est ça d'abord le premier fait. Mais deuxième fait, il dit, il faut qu'on se rende à l'évidence parce que, tenant compte des réalités de notre société. Chers compatriotes, ce que je vous fais constater ici, c'est quoi? Les réalités de notre société, c'est ça qui est même à la base de ce phénomène des jeunes désœuvrés, des jeunes communément appelés colons. Ils sont aujourd'hui colons, c'est vrai. Ils sont en débandade, ils sont en conflit avec les lois de la République, ils font de n'importe quoi, ils violent les lois. Je suis d'accord. Mais c'est quoi les réalités de notre pays? C'est ces réalités-là qui ont poussé ces jeunes à devenir des enfants de la rue, à devenir des hors-la-loi. Les réalités, c'est que l'État a démissionné dans ses responsabilités, dans ses devoirs régaliens. Parce que c'est lui qui doit encadrer la jeunesse. C'est l'État qui doit les éduquer. Il y a tout un ministère qu'on appelle le ministère de l'Éducation nationale. Il y a tout un ministère qu'on appelle le ministère de la formation professionnelle. Donc ici, ça veut dire tout simplement que ces jeunes, certains parmi eux, pour la majorité, n'ont pas fréquenté l'école. Et certains ont fréquenté l'école. Mais sauf que l'école n'a pas réussi à les éduquer. Mais est-ce que l'État va encore échouer à les éduquer? Non, l'État ne peut pas échouer à éduquer quelqu'un. C'est pour cela qu'on a créé les prisons. C'est pour cela qu'on a créé le ministère de la formation professionnelle. Vous regardez les images, vous verrez qu'il y a des jeunes qui sont à Kanyama-Kassese, au service national. Ils font un sacré travail. Certains sont en train d'apprendre la maçonnerie, certains menuiserie. Il y a d'autres qui font l'agriculture. Donc, ils peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre dans la société. Mais qui doit encadrer tout ça? C'est l'État, c'est le devoir de l'État. Mais aussi, dans la vie de Kinshasa, les réalités. Donc là, je suis seulement sur les réalités de notre société, parce que le ministre a parlé de ça. Excusez. Voilà, je augmente un peu le volume. Donc les réalités de notre société, qui sont connues de tous, ces réalités-là font que, aujourd'hui, nous puissions nous retrouver dans une situation où nous vivons le banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale même de notre pays. Capitale, vous imaginez, c'est là où siègent toutes les institutions de notre pays. Les institutions politiques et administratives, les ambassades et tout. Les représentations nationales de toutes les nations qui sont en relation avec la République démocratique du Congo. Alors, il s'avère que l'État, il est impuissant d'arranger cette capitale, de construire que des routes, des bonnes routes dans tout le quartier. Il a des difficultés à mettre des lumières. Déjà, vous avez suivi ici que l'argent des lampadaires pour éclairer toutes les rues de Kinshasa, et cet argent a été détourné. Mais aussi, le problème, c'est quoi? Lorsque l'argent est détourné, les voleurs ne sont pas arrêtés. C'est là où se posent plusieurs problèmes que je vais soulever ici, qui font partie de ce que Félix Tshisekedi a appelé les placards. Parce que Félix Tshisekedi a dit, une fois qu'il était à Belgique, après son traitement, je crois au mois d'août ou bien juillet, il dit, on va ouvrir les placards pour sortir tous les cadavres, pour vous faire comprendre que ce pays a été pillé, a été volé, saccagé par ses propres enfants. Chers compatriotes, regardons un peu un pays où le président se rend compte que le pays a été trahi, le pays a été saccagé. Mais le président ne fait aucun effort pour récupérer l'argent de l'État qui a été volé. Il ne fait aucun effort. Nous avons tous suivi. Nicolas Kazadi, qui est l'ami personnel de Félix Tshisekedi, nous dit clairement que le président m'appelle. Et il me dit, on m'informe que tu as une audition le mardi, donc je vais te dissuader. Le ministre me dit de te dissuader de ne pas voyager. Vous comprenez un peu? Quel rôle a le président de la République dans le déroulement de la justice? Il n'y en a pas. Il n'a pas comme devoir de faire le rôle qu'il a joué là-bas pour intervenir, qu'on ne puisse pas arrêter Nicolas Kazadi. Et d'ailleurs, avant même qu'il intervienne, qu'on ne puisse pas l'arrêter, le président défend Nicolas Kazadi et dit on ne peut pas le jeter en pâture. C'est un père de famille, il va faire un sacré travail. Il a fait un sacré travail pour qui? Posons-nous les questions. C'est ça les réalités de notre pays dont je vais parler ici. Parce que les gens ne savent pas que tous les projets qui sont conçus par le gouvernement, si ces projets-là sont exécutés, ce sont ces projets-là qui vont amener du travail aux Congolais. Les gens font beaucoup plus de confusion ensemble avec notre président qui est vraiment un ignorant, qui ne maîtrise absolument rien de l'organisation et du fonctionnement de l'État. Il ne maîtrise rien de l'organisation et du fonctionnement d'une économie. Il ne sait pas que c'est l'État qui met l'argent à la disposition des marchés publics avec le privé, et les privés vont créer des emplois pour la population. Et l'État en retour va gagner des impôts, sa population qui va certainement gagner de l'argent et va consommer les produits nationaux.
Et si on produit aussi des produits locaux, mais comment on va produire des produits locaux? On a aujourd'hui des supermarchés au Congo, on a beaucoup des entreprises qui ne font que l'importation. Je prends un exemple. Pour les entreprises qui importent les riz, pour les entreprises qui importent des tomates, pour les entreprises qui importent de l'huile végétale. C'est à l'État de décider de leur dire que non, vous importez cette huile, mais prenez des dispositions à créer, à produire de l'huile ici au Congo, parce que c'est possible. Mais comment vous allez faire pour donner cette idée ou bien ce projet-là? Il faut juste mettre ça dans un programme où vous avez une idée sur la structuration, comment vous allez structurer votre économie. Parce qu'on ne peut pas laisser ces gens faire tout ce qu'ils veulent. Pour eux, ils ont trouvé un marché pour écouler leurs produits. Mais sauf que chez nous, l'agriculture ne se développe pas à cause de ça. Et comment nous allons le développer? Alors, il faut mettre des lois. Quand vous faites une réforme où vous allez imposer à tous les importateurs de produire au Congo. Donc, ils vont soit quitter pour ne pas obéir, ou soit ils vont rester et obéir à cette loi. Ils vont créer des emplois au Congo parce qu'ils vont produire du riz, ils vont produire de l'huile, ils vont produire de la tomate, ils vont transformer ça toujours au Congo. On va créer beaucoup d'emplois. Alors, qui doit organiser tout ça? C'est l'État. Il n'a pas fait son devoir. L'argent destiné à faire tout ça a disparu. Et personne n'a fait des efforts pour retrouver cet argent. Ni le président de la République, ni la justice. Et d'ailleurs, on se rend encore compte que le président de la République, il fait en fait un travail de protéger tous ceux qui volent l'argent de l'État. Ça, c'est incroyable. C'est là où on se retrouve que le président de la République, on se rend compte que le président de la République, c'est celui-là même qui protège les voleurs. Il protège les voleurs, il protège les traîtres. Quand vous entrez sur ma page, j'ai publié une vidéo où il y a vraiment une forte contradiction entre le ministre Constant Moutamba et le président de la République. En plein conseil des ministres, où le ministre Constant Moutamba lui propose, monsieur le président, je propose que cette mesure d'exécuter les Koulouna puisse s'étendre aussi aux voleurs. Le président dit, mais non, attention, il ne faut pas être pressé. Parce que même dans les pays dits démocratiques, la justice n'est pas expéditive. On voit parfois des procès qui font 10 ans. Alors, je suis d'accord avec ça, sur des procès qui font 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer à interpeller Nicolas Kazadi. Vous l'interpellez, vous le chargez. Il doit justifier comment et pourquoi il a fait sortir 400 millions, et surtout en mode d'urgence. Et surtout quand il sort ça, cet argent-là ne va pas faire le travail pour lequel ça a été débloqué. Cet argent a disparu. C'est ça, c'est là où se pose le problème. Le président empêche à ce qu'on puisse déjà poser les bases pour charger Nicolas Kazadi, pour le mettre à la disposition de la justice, qu'il puisse se défendre. Le président de la République qui dit que la justice n'est pas expéditive, même dans les pays démocratiques. Oui, il a raison. Une enquête où quelqu'un a tué une personne, vous n'allez pas les juger seulement une audience, deuxième audience, et puis c'est fini, on l'envoie à un Ngenga, on l'exécute. Non, notre loi, notre constitution ne prévoit pas ce mécanisme-là. Déjà, j'avais déjà donné mon avis sur pour ou contre l'exécution des Koulouna, donc je ne reviens pas sur ça. Là, je suis revenu juste sur des détails qui sont beaucoup plus importants en rapport avec les réalités de notre société. Qu'est-ce qui a créé cette... qu'est-ce qui est à la base, en fait, la cause même de cette situation où nous nous retrouvons, que les jeunes sont devenus des Koulouna? C'est ça, en fait, les réalités dont je suis ici spécialement sur ce live, sur ce direct. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, c'est qu'il faut tenir ce que le président de la République, il en est pour beaucoup, sur tous les mots qui rongent le pays. Il n'est pas innocent ici. Il ne peut pas dire que non, ces gens, on les arrête et ils n'ont pas droit à bénéficier, en fait, la présomption d'innocence. Parce que notre constitution, à son article 17, quand vous lisez les derniers alinéas, il va nous dire que un condamné, quelqu'un qui est arrêté pour n'importe quelle infraction, excusez, quelqu'un qui est arrêté pour une infraction quelconque ne peut pas. Donc, attendez, je peux lire cet article avec beaucoup de précision. Donc, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. C'est clair, chers compatriotes. Les jugements qu'on a prononcés au premier degré, on a condamné les Koulouna, condamné à mort. Je suis d'accord, peine capitale, oui. Mais maintenant, ici, on nous dit, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les jugements où on les a condamnés à première instance, ce n'est pas un jugement définitif. C'est le premier jugement, en fait. Il a encore droit à faire appel à ces jugements-là. Mais sauf qu'ici, je constate qu'il y a violation flagrante de cette disposition, puisqu'on ne permet pas déjà aux justiciables, aux Koulouna, de se défendre. Leur permettre à se défendre comment? C'est-à-dire, ils ont le droit de faire appel à cette décision, à la cour d'appel. Mais après cette étape-là de la cour d'appel, ils ont encore le droit de demander un pouvoir en cassation. Donc,
Ils peuvent contester encore devant la cour de cassation, qui peut directement casser ces jugements ou soit revoir ces jugements. C'est pour cela, c'est ça la procédure en fait. C'est ce que veut dire l'article 17 de notre Constitution à son dernier alinéa. Si c'est respecté, donc les choses doivent se passer ainsi. Mais la manière dont les choses se passent, quelqu'un a tué, même s'il a tué, la justice dit il est encore présumé innocent tant qu'il n'est pas encore condamné par un jugement définitif. C'est ça le dispositif qui est violé. C'est ça les réalités de notre pays. C'est ça aussi qui montre que la justice est malade. C'est là où je trouve que M. Constant Moutamba fait un peu ce que j'appelle l'apologie. Et en plus, eux-mêmes ont inventé notre mot, propagation des faux bruits. Mais il fait aussi du populisme. C'est vraiment du populisme. Parce qu'il est ministre, il est juriste. Et d'ailleurs, pour lui, c'est vraiment bien parce qu'il est juriste. Il n'est pas quelqu'un qui est hors norme. Donc, il est du domaine. C'est un avocat avant d'être juriste. Et là, je crois, il est en train sa thèse, d'ailleurs, est en cours. Mais il doit nous prouver qu'il est ministre de justice et non ministre de l'injustice. C'est ça la différence. Comment on puisse accorder beaucoup plus de clémence aux voleurs, mais on condamne rapidement les Koulouna, qui est d'abord sans défense. Vous comprenez que ces Koulouna se présentent au tribunal sans défense et la majorité parmi eux, ils n'ont pas de plaignants. C'est-à-dire qu'un plaignant, c'est la partie civile qui est victime des actes qu'ils ont posés. On n'a pas vu ça. On a vu des procès, j'ai des vidéos, j'ai analysé. Il y a plusieurs Koulouna qui n'ont pas de plaignants en face d'eux. Parce qu'ici, il s'agit des infractions pénales. Donc, il y a une procédure qui est un peu spéciale où on doit leur confronter devant les plaignants, mais aussi on doit leur confronter les preuves de leur crime qu'on leur reproche. Alors, exécuter les gens comme ça en masse, les gens sont en train d'applaudir, mais non, il faut aller lentement. Il faut savoir que si on y va trop vite, on va créer une psychose. Et d'ailleurs, je signale que la République démocratique du Congo a été élue en 2024 comme membre permanent de la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, de 2025 jusqu'à 2027. Mais posons-nous les questions. Est-ce que la République démocratique du Congo, dans sa configuration actuelle, dans son fonctionnement, dans son organisation, est-ce que nous sommes réellement un État de droit? Non, nous ne sommes pas un État de droit. Nous sommes parmi ces États-là qui font un recul sur les droits humains. Et d'ailleurs, en parlant même des droits humains, je me pose des questions. Le ministère des droits humains, il est où? Parce que c'est un ministère, c'est un service de l'État qui a été créé pour s'opposer au ministère de la Justice lorsqu'il y a des injustices pareilles. Parce que là, j'ai constaté qu'il y a des injustices. On ne donne pas tous les moyens ou l'occasion aux colons de se défendre, alors que la Constitution leur reconnaît ce droit-là de se défendre. La Constitution leur reconnaît ce droit de faire les recours. La Constitution leur donne la possibilité. Et d'ailleurs, j'irai encore beaucoup plus loin sur l'article 16 de notre Constitution qui dispose que la vie humaine, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de les protéger. Peuple congolais, chers compatriotes. Même si on continue là-bas, on va voir, mais le résumé, ça veut tout simplement dire que comme la vie humaine est sacrée, donc l'État ne peut pas tuer des personnes. L'État n'est pas autorisé à tuer quelqu'un. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est sacré, c'est inviolable. Ce qui est sacré, c'est inviolable. Vous imaginez? Vous allez me poser la question, mais eux aussi, ils ont tué des gens. Si on les tue, je crois que ça serait justice. Oui, je suis d'accord. Mais il faut que la loi permette ça. Parce que les Koulouna, quand ils ont tué des gens, ils n'ont pas crié sur tous les toits du monde. Ils n'ont pas fait des émissions à la télévision. Ils n'ont pas filmé leurs actions pour dire que nous allons tuer des gens aujourd'hui et tout le monde venait assister. Non. Maintenant, l'État est en train d'organiser des massacres. Ça devient un crime. Vous ne comprenez pas, ça devient un crime maintenant. Notre Constitution, déjà, empêche à ce que l'État tue des gens. Notre Constitution prévoit un autre mécanisme de sanctionner quelqu'un qui a tué. C'est quoi ce mécanisme? Il prévoit qu'on puisse lui donner 20 ans de prison, de travaux forcés. En dehors de ça, on n'a pas un autre moyen qu'on peut utiliser pour sanctionner ce genre de situation. Parce qu'ici, ce qu'il faut comprendre, j'ai suivi le ministre dire qu'en décembre, il a les circulaires qui avaient suspendu la peine de mort en République démocratique du Congo. Le ministre a dit qu'il a revu ça en décembre 2024. Mais attention, le ministre est en train d'oublier une chose. Ce code pénal congolais, livre 1 et livre 2, ça a été écrit, c'est un décret qui a été pris en 1940, avant même que notre pays soit indépendant. Et quand vous regardez ce code pénal, c'est ce qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Alors c'est que les gens oublient, c'est que ce code pénal n'a pas comme soubassement dans la Constitution. Déjà, ce code pénal qui prévoyait la peine de mort, mais c'est déjà contraire à l'esprit de la Constitution. On doit abolir ça et
écrire notre code. C'est ça en fait la réalité des réformes qui sont nécessaires pour la nation. C'est les lois qui doivent diriger notre pays, ce ne sont pas des états d'âme des personnes. Quelqu'un se réveille et se dit non parce qu'il a tué, il y a beaucoup d'horaires, non. Regardez et vous pouvez consulter même sur Internet, vous pouvez vous renseigner sur plusieurs pays où il y a la dictature. Même ces dictateurs-là, pour justifier leurs actions, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça par rapport aux lois de leur pays. Ils ne font pas ça par sentiment, ils ne font pas ça par populisme, ils ne font pas ça parce qu'ils doivent avoir des arguments pour se faire aimer auprès de la population. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Les réalités de notre société. Donc l'État ne peut pas prendre comme prétexte que, comme moi j'ai échoué sur mes devoirs, je vais vous tuer tout simplement, vous pouvez disparaître. Non. Non. Ça devient un crime. Crime contre l'humanité. C'était un massacre. Vous imaginez, on a mené 170 personnes. Et on est en train de proférer des paroles. Le ministre leur dit, Bosambela, Mbalasuka, Bomona Kishasa, Bomona Molisouste, Bopesa Kishasa, au revoir. Ils ont déjà monté l'avion. Je crois que vous ne monterez plus l'avion. Ça sera la première et la dernière fois. C'est quel genre de personnel public comme ça? Est-ce qu'il oublie d'injustice et non ministre d'injustice? Il n'a pas qualité à proférer des choses comme ça où il est en train de faire des menaces verbales. Ce sont des menaces verbales, harcèlement moral même. Vous imaginez? Quelqu'un qui doit être tué, même s'il doit être tué, il a déjà été conscient de cette information depuis qu'on a prononcé son jugement. Certainement, on lui a informé que tu seras exécuté. Mais tu viens encore lui rappeler, en faisant de cela comme un chantage un peu qui puisse animer toutes les événements, les circonstances de cette psychose. C'est une psychose qu'on crée comme ça pour nous distraire. La nation a beaucoup d'autres urgences que les Koulouna. Les Koulouna, on peut les traquer à tout moment. On ne doit pas attendre que les Koulouna font n'importe quoi et après l'État viendra réagir après. Non. Le devoir de l'État, c'est de nous protéger. C'est-à-dire, pour nous protéger dans la ville de Kinshasa, la première chose que l'État doit faire, il doit prouver sa présence dans les rues de Kinshasa, il doit mettre des commissariats, mais en plus, il doit aussi éclairer. Il doit éclairer les rues de Kinshasa qui sont vraiment dans les noirs. Vous imaginez? Même à Gombe, il n'y avait pas de colonnes avant, mais aujourd'hui, à Gombe, il y a des colonnes. Pourquoi tout ça, on a laissé ça? Maintenant, ça éclate comme une bombe. Mais cette bombe, pour résoudre ça, l'État a choisi de couper le souffle de vie des humains, de couper le souffle de vie des jeunes. Il faut voir ici. Il faut voir les gens qu'on est en train de tuer là. Regardez bien, mais ce sont des jeunes. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que Mbosso va rester. Mbosso, c'est un vieux. Bahati va rester. Bahati, c'est un vieux. Tous ces gens, tous ces voleurs que nous connaissons, ils vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils se sont créés un univers où ils sont intouchables. Pourquoi on dit un ministre, il a volé l'argent, même quand on les soupçonne? Député, sénateur, même quand on les soupçonne, il a volé l'argent, on ne peut pas les toucher. Dites-moi pourquoi on ne peut pas les toucher? Non, c'est parce qu'il a les immunités parlementaires ou bien les immunités en tant qu'il occupe des fonctions régaliennes en tant que ministre. Bon, nous sommes normaux, nous sommes d'accord. C'est parce que c'est la loi qui prévoit qu'il ait des immunités pour protéger la fonction qu'il occupe. Mais maintenant, Koulouna qui n'a même pas de protection, est-ce que vous savez que Koulouna n'a droit à rien au Congo? D'abord, avant qu'il soit Koulouna, quand tu es citoyen congolais, tu es né congolais, donc tu es né dans un pays qui ne te donne absolument rien. Un pays qui ne te fera jamais, même une assistance où tu vas te sentir que non, là j'ai reçu l'assistance de l'État. Vous comprenez? La seule chose à laquelle dont tu as droit en permanence, c'est la pauvreté, c'est la souffrance, c'est l'abandon. C'est à ça que tu as droit. Donc l'État se dit non, moi je n'ai pas comme devoir de travailler pour l'intérêt général des Congolais. Non, moi j'ai comme devoir de travailler pour moi-même, gagner mon argent, travailler pour la famille politique, pour la famille biologique. Ce n'est pas ça le rôle de l'État. Ce n'est pas pour rien on dit diriger, c'est prévoir. Quand vous êtes en train de diriger un pays, vous devez prévoir ceux qui viendront dans 5-10 prochaines années, comment ils vont vivre, comment ils vont trouver qu'il y avait des responsables avant qui ont prévenu, qui ont planifié. Ce n'est pas pour rien que nous avons les ministères des plans. C'est chaque année ces ministères-là planifient l'action gouvernementale qu'il faut faire même dans les 10 prochaines années. Quand vous regardez le budget qu'on nous a présenté, c'est un budget quinquennal, donc ça veut dire que ça a été planifié pour être appliqué pour 5 ans. Mais c'est pour les 5 ans-là, on a déjà terminé une année. Parmi les projets qu'ils ont mis en place, quel est ce projet-là, vous les Congolais, vous avez senti que ce projet, ça réussit? Il n'y en a pas. Le président nous fait un chantage du programme de 145 territoires, mais c'était un mensonge, monté de toutes pièces. Comment on peut justifier un programme qui a été budgétisé en 2022 et que ce programme-là continue jusqu'aujourd'hui en 2025? Donc, ce même programme a pris 2022, 2023, 2024 et 2025. Donc, déjà 4 ans. On a une seule chanson.
projet de 145 territoires. Attention, chers compatriotes. Vous devez savoir ici qu'il y a vraiment de l'anarchie, il y a vraiment du vol, il y a de la tricherie. Il y a vraiment de n'importe quoi. On ne retrouve plus quel est vraiment le rôle de l'État, à qui on doit se vouer. Pourquoi? Parce que l'État n'assume pas les responsabilités qui sont les siens. Mais ici, quand on commence à dire seulement l'État, on va imaginer peut-être que l'État là, c'est une personne morale, c'est nous tous. Non. L'État, il a un nom. Parce que quand on dit l'État, on voit les institutions du pays. Nous savons qui est président de la République, c'est celui qu'on appelle le chef de l'État. Il n'y a pas un autre citoyen qu'on appelle l'État. Ce n'est que lui, le citoyen, où on a collé le nom de l'État. C'est pour cela que c'est lui le sentinelle de la République démocratique du Congo. C'est pour cela les devoirs lui incombent. Parce que c'est lui qui doit veiller à ce que tous les pouvoirs publics, les services publics, les institutions, et que tout fonctionne bien dans ce permettre de 2 345 410 mètres que Dieu nous a donné. C'est pour cela, tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a la guerre, il y a ceci, cela. Il y a d'abord la faiblesse de l'État. Quand on voit la faiblesse de l'État, on voit directement Félix Tshisekedi qui est affaibli. Parce que c'est lui qui nous représente comme l'État. Quand nous le trouvons dans les amalgames, il est toujours dans les tâtonnements, il est toujours dans les confusions. C'est ça, en fait, qui ne fait pas avancer les pays. Il protège les voleurs, mais en même temps, il dit non, j'ai créé une agence comme ça pour lutter contre les vols. Mais en même temps, il protège les voleurs. Donc, vous comprenez ici que nous sommes vraiment devant quelqu'un qui ne maîtrise pas ses prérogatives. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le travail que lui devrait faire. Mais pourquoi il ne maîtrise pas ça? Mais parce qu'il est incompétent, il est nul. Il n'a pas appris ça à l'école. Il n'a jamais eu de diplôme d'État, il n'a jamais fait l'université. Mieux vaut avoir quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui accepte, qui avoue que non, je n'ai pas étudié. Donc venez à travailler avec moi, venez m'aider pour qu'on puisse travailler ensemble et faire développer notre pays. Là, on va comprendre. Mais quelqu'un qui se dit non, je suis intelligent, j'ai fait des études, il nous présente un faux diplôme, il nous présente... Donc il n'a jamais travaillé dans sa vie, il n'a aucune expérience professionnelle. Donc il n'a jamais appris, il n'a jamais été soumis à un protocole quelconque où on lui donne des instructions. Parce que quand tu es au travail, on te donne des instructions. On te montre, on te donne des orientations. On te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc Félix Tshisekedi n'a jamais vécu cette expérience-là. Et il arrive par miracle, par chevet président de la République. Et aujourd'hui, on voit comment le Congo est tombé très bas. Comment le Congo est en train de plénicher. Pourquoi je dis que le Congo est en train de plénicher? Mais c'est parce que nous avons tellement de potentialités que ces potentialités-là, vraiment, on ne peut pas se retrouver dans de telles situations. Dans des situations où un citoyen qui naît au Congo, jusqu'à ce qu'il va mourir, il n'a jamais eu l'occasion de travailler. Mais l'État dit non, c'est ta faute, ce n'est pas ma faute. Mais non, c'est ta faute parce que tu es en train de violer les dispositions légales qui sont consacrées dans notre Constitution en vertu de l'article 36 qui dispose que le travail c'est un droit pour les Congolais. Mais c'est aussi un devoir. Tu vois? Mais ce dispositif, il est tellement complet, il dit que lorsque le Congolais n'a pas de travail, l'État a le devoir de soutenir les gens qui n'ont pas de travail, c'est-à-dire les chômeurs. Mais comment on doit les soutenir exactement? C'est par là où l'État doit savoir comment il doit soutenir les chômeurs, il doit les payer. Ça n'a jamais été ainsi. Donc nous lisons un peu cet article-là pour avoir beaucoup de précisions. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. C'est-à-dire quand on dit sacré, c'est inviolable. On ne peut pas violer ça. Mais est-ce que le Congolais a droit au travail? Non, Félix Tshisekedi nous a dit que le Congolais n'a pas droit au travail. Vous imaginez? L'État garantit le droit au travail, la protection contre les chômages. Voilà. Vous imaginez? Est-ce que l'État protège les chômeurs congolais? Non. Vous allez me poser, mais comment il va les protéger exactement? Il doit prendre des mesures qui permettent à ce que les chômeurs soient protégés. Parce que quand tu es chômeur, tu n'as rien. Vous imaginez, tu n'as rien. Tu as vraiment 0, 0, 0, 0. Or, pourquoi l'État doit protéger les chômeurs? C'est parce que quand vous lisez l'article 58 de notre Constitution, on dit à l'État que les richesses nationales doivent être distribuées de manière équitable. Mais maintenant, comment tu vas distribuer quelque chose de manière équitable? C'est pour cela que vous voyez dans certains pays où il y a des structures créées par l'État pour encadrer les chômeurs, où on leur paye quelque chose pour chaque mois. C'est ça la distribution équitable. Parce que toi et moi, quand on se retrouve au chômage, on nous paye le même montant. Quand on est au travail, puisqu'on n'a pas le même travail, forcément on travaille aussi dans des sociétés différentes, donc chacun sera payé selon le contrat, selon l'environnement où il travaille. Ça c'est clair, c'est ça l'équité. Donc la loi ne dit pas ici qu'on doit protéger Félix Tshisekedi, on doit protéger les anciens présidents, leur donner du travail, leur soutenir parce qu'ils ne sont plus au travail, on leur donne beaucoup d'argent, mais les chômeurs congolais, on ne leur donne rien. Non, ça devient l'injustice sociale, c'est ce que l'État a créé, c'est cette injustice sociale qui font partie des réalités de notre société dont je suis en train de parler ici. Notre société ne peut pas se développer avec des injustices sociales.
Comment quelqu'un sera épanoui alors il n'a jamais reçu le soutien de quelqu'un pour faire quelque chose? Tu lui dis de créer du travail dans les néants. Comment quelqu'un peut créer du travail dans les néants? C'est impossible. C'est impossible parce qu'il a besoin de l'énergie. Il a besoin même quand il fait des recherches, tu as besoin que ton ventre puisse avoir quelque chose pour continuer le travail des recherches. Donc nous avons des ressources humaines au Congo qui sont vraiment négligées. Ce sont les mêmes ressources humaines, lorsqu'on les prend, on les met dans l'autre pays, ils se retrouvent facilement. Mais pourquoi ils se retrouvent? Mais parce que ce pays-là a créé un environnement propice qui permet aux jeunes, qui permet à tout le monde de s'épanouir, qui permet à tout le monde d'inventer, qui permet à tout le monde de travailler et d'être libre de travailler dans n'importe quel domaine. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les Congolais s'intéressent seulement à la politique. Pourquoi? Ils savent que c'est là où on trouve l'argent facile. Dans l'économie, il n'y a pas l'argent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une économie. Comment on peut avoir une économie? C'est parce que nous ne travaillons pas, nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas assez. Donc, comparativement avec ce que nous produisons, avec ce que nous consommons, qui vient de l'extérieur, donc ce que nous produisons est insuffisant. En dehors des matières premières, des minéraux que la RDC exporte, nous n'avons pas assez d'autres produits que nous produisons chez nous, qu'on peut exporter pour faire revenir des capitaux chez nous. C'est ce qui fait que tout l'argent qui est produit au Congo, dans les biens et services, les Chinois, lorsqu'ils font leurs gains et tout ce qu'ils gagnent, les Libanais, les Indiens et tous les autres multinationales, ils prennent cet argent-là, ils vont loger ça dans leurs banques. Nos banques restent vides. Raison pour laquelle les Congolais, on ne peut pas leur accorder du crédit. On va vous accorder du crédit avec l'argent de qui? L'argent que Félix Tshisekedi est en train de prendre dans votre caisse, il est en train d'aller cacher ça dans les paradis fiscaux. Mais maintenant, on va donner du crédit aux Congolais avec quel argent? C'est ça. L'État n'a jamais créé une banque agricole pour soutenir les agriculteurs. Maintenant, les agriculteurs, ils vont produire comment? C'est ça aussi. L'État est incapable de se structurer et créer des emplois partout. C'est facile à créer, ce n'est pas difficile. L'État a tous les moyens. Comment pour voler l'argent, ils ont des moyens? Pour faire des projets qu'ils peuvent encadrer toute cette jeunesse, ils n'ont pas de moyens. Pourquoi? Pourquoi Mme Soumine, on nous a dit que dans son pilier, premier pilier, où il y a 81 000 milliards de francs congolais, c'est un pilier où il va créer 6 millions d'emplois dans 5 ans. Mais il ne nous a jamais présenté le bilan annuel de sa première année pour nous dire il a créé combien de millions. Parce que quand vous divisez 6 millions par 5, vous avez 1 million 200. Faites ce qui nous a fait un chantage, j'allais monter en puissance des FARDC. Maintenant, on est dans l'amalgame. On est dans l'amalgame. Donc, la RDC fonctionne maintenant par rapport aux réseaux sociaux. Quand nous on fait des débats, quand nous on discute, quand nous on se prononce sur les sujets de notre pays, parce que la Constitution nous le permet de le faire, le fait c'est qu'il ne veut pas que nous on puisse s'exprimer. Raison pour laquelle il revient toujours pour prendre des décisions radicales, pour dire que non, on doit interdire les gens de parler de M23. Mais non, comment on peut exclure de parler de notre ennemi? Quelqu'un qui a pris les armes pour nous combattre. Et maintenant, nous en tant que citoyens, pour s'opposer, comment on ne peut plus prononcer ce nom? Comment on ne peut plus savoir la vérité sur des territoires qui sont occupés? Tout le monde sait que Bunagana est occupé. Donc si je dis ça, ça devient l'apologie pour le M23. Mais non, si vous voulez condamner nous, ça ne fera absolument rien. Vous ne pouvez pas nous étouffer des droits et libertés qui nous sont consacrés dans la Constitution, quand vous lisez l'article 22 et l'article 23. C'est bien clair que nous avons droit à l'information, comme cela est disposé dans l'article 24 de notre Constitution. Nous avons droit à l'information, mais c'est toutes des bonnes informations qui sont traitées en toute impartialité. Parce que quand vous commencez maintenant à donner de telles idées, ça montre que tout ce que la RTNC nous dit, elle n'est plus sincère. La RTNC, c'est un service public. Il doit travailler dans des bonnes conditions parce que c'est l'argent de l'État, mais aussi, elle doit être vraiment intraitable. Il doit nous présenter que des faits réels, pas de mensonges, pas de fake news. Vous imaginez? On interdit Al Jazeera de 90 jours parce que cette chaîne-là a accordé une interview au M23. Mais attends, c'est quoi ça? Est-ce que vous n'avez jamais vu les rebelles de RIS faire une interview? Est-ce qu'on les a retirés les accréditations? C'est son travail, lui il est journaliste. Est-ce qu'il y a des gens qu'elle ne peut pas rencontrer? En vertu de quelle loi? En vertu de quelle loi le ministre doit prendre une décision, un arrêté pour interdire Al Jazeera pendant 90 jours? Je comprends que c'est une chaîne étrangère, je comprends qu'ils ont rencontré des rebelles, mais lui il n'a que ça comme travail, nous donner l'information. Et pour avoir l'information des rebelles, il doit faire quoi? Il doit les interroger, c'est normal. Ce n'est pas votre travail, vous, en tant que ministre de l'information. Vous, votre travail, c'est de nous informer le travail du gouvernement. Quand on a pris Sake, quand on a pris Lubata, le gouvernement a fait quoi? Il a réagi comment? Le gouvernement ne réagit pas. Il laisse Sake tomber, il laisse Lubata tomber.
Mais il refuse que les Congolais en parlent. Mais non, on va en parler. Vous n'allez pas condamner 110 millions de Congolais. On va en parler. Parce que si je vois qu'il y a un mensonge, le FARDC étouffe l'élan de M23. Non, je doute, je commence à douter. Les gens qui ont occupé Masisi Centre, même pas 24 heures, Masisi Centre est encore réinvesti par les M23. Vous dites qu'il y a un élan, vraiment, ils sont en train d'étouffer l'avancée des M23. Mais non, ils étouffent ça où? C'est ça. Vous n'êtes plus sincère ici. Vous êtes en train de légitimer les mensonges. Est-ce que vous comprenez la psychose que vous créez dans la population? La population de Masisi, la population de Bunagana, la population de Sak et la population de Lubata est déjà dans le riz. Quelles sont les dispositions qui sont prises par le gouvernement? Je l'ai dit ici, les Congolais, ils meurent partout, à tout moment. L'État ne fait absolument rien. Comme on dit, diriger, c'est prévoir. Avant qu'ils viennent même au pouvoir, ils savaient que les Congolais meurent dans des situations atroces, comme celles qu'on sait tous. Mais il n'a jamais pris de bonnes décisions. Il prend toujours des mauvaises décisions. Pourquoi? Il prend toujours les voleurs, c'est eux qu'il met devant, ensemble avec lui. Parce qu'il sait que ces gens-là, ce sont les gens qui savent voler. Bah, tu sais voler, Kamere sait voler, Mbosso sait voler, et Maman Marthe sait voler, Denise Nyakeru qui a 27 millions de dollars de frais de fonctionnement par mois. Chers compatriotes, le pays est pillé de manière systématique. Lorsque j'avais dit que le fonctionnement du bureau de première dame, l'argent qui est budgétisé dans les budgétiques, lorsque j'avais dit que le fonctionnement du bureau de première dame, l'argent qui est budgétisé dans les millions, il y a une autre révélation où on se rend compte qu'en dehors de ces 80 millions annuels, on lui accorde encore 27 millions par année. Mais cet argent-là ne vient pas du budget directement, ça provient des miniers, chers compatriotes. Vraiment, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer comment le pays est saccagé. À chaque fois que j'ai fait mes émissions, quand je fais des trucs, des publications, on me dit toujours Rwandais, Rwandais. Mais attends, est-ce que vous comprenez un peu que Denise Nyakeru, qui dort avec Félix Tshisekedi, c'est une Rwandaise? Est-ce que vous ne le savez pas? Qui ne sait pas que Denise Nyakeru, c'est une Rwandaise? Qui ne sait pas que Kagame est Rwandais? Mais Tshisekedi l'a fait venir au stade des martyrs, au palais de la nation. Partout, ils ont fait tout ce qu'on sait. Comment vous pouvez prendre comme hypothèse, voiler les gens qui vous dévoilent la vérité, les gens qui vous donnent des révélations, les gens qui défendent leur patrie, vous voulez leur donner une piscose qui est celui des Rwandais. Vous croyez que les Rwandais ne sont pas des peuples? Mais non, c'est un peuple, ils sont dignes, ils sont logiques, ils sont plus stables. Pourquoi? Parce qu'ils ont un visionnaire. Mais nous, on a un bouffon. On a quelqu'un qui ne maîtrise rien, il est au sommet de l'État, il se contente que de voler l'argent, il ne se contente que monter sur les tapis, voyager, faire le tour du monde. N'importe quoi, vraiment ici, on ne s'imagine pas les dégâts que Félix Tshisekedi est en train de causer sur cette nation. Sa mégestion a atteint vraiment un niveau beaucoup trop débordant. Vous n'allez pas imaginer cette affaire de 27 millions par mois qui provient des miniers, des secteurs miniers qu'on donne à Mme Denise Nyakeru. C'est le directeur général de l'ODEP qui a révélé ça. Il y a des documents. Si vous tapez même en ligne, vous aurez la publication. C'est clair que le pays est pillé. Mais qui doit arrêter ces voleurs? C'est le président. C'est lui-même qui a dit qu'on va ouvrir les placards. Mais c'est quoi les placards? Les placards, c'est quoi, chers compatriotes? C'est tous les faits qu'on connaît dans cette société, tous les faits qui rongent cette société, tous les faits qui n'ont jamais bénéficié de jugements, où il n'y a jamais eu justice, où les gens sont violés, il n'y a pas justice, où l'argent est volé, il n'y a pas justice, où les ministres font n'importe quoi. Le président de la République nous crée une taxe qu'on appelle le RAM. 1,7 milliard pendant 3 ans. Et après, il revient, il nous dit, RAM, c'était une erreur. Chers compatriotes, est-ce que qui ne sait pas que lorsque le président commet une erreur, on appelle ça haute trahison? Pourquoi maintenant il est libre? Lui, il fait une erreur, il est libre. Lorsque les colons ont tué des gens, ils ont fait une erreur, ils sont arrêtés, jugés en flagrance, ils sont envoyés en Ngenga pour être exécutés. Je suis d'accord. Mais arrêtez aussi Félix Tshisekedi, il faut l'exécuter tout de suite. C'est tout de suite, on ne peut plus traîner. Parce que les traîtres, les vrais traîtres, c'est lui, il est au palais de la nation. Il prend que des mauvaises décisions. Il ne prend que des mauvaises décisions. C'est monsieur qui devrait être le vaillant citoyen numéro 1 en tant que commandant suprême des forces armées. Celui qui préside le conseil supérieur de la défense. Son devoir, c'est de défendre la patrie. Il n'a jamais défendu cette patrie. Toutes les décisions que vous voyez, on laisse des villes au M23 avancer. Ça, c'est son plan. C'est son plan à lui. Parce que les M23, les Ouazalais nous disent toujours à chaque fois que les ordres viennent de Kinshasa. Les militaires qui sont au front, à chaque fois qu'ils veulent remporter une victoire, les ordres viennent de Kinshasa, reculer. On vous dit toujours repli stratégique, repli stratégique. C'est quoi repli stratégique?
Quand Félix Tshisekedi nous a parlé même de la souveraineté, on nous a dit on va vendre nos terres à temps. On a dit on va céder une partie de la souveraineté. Juste pour se convenir à remplir une mission qui est la nôtre. Lorsque nous faisons partie, parce que nous faisons partie plutôt de l'Afrique, nous faisons partie de l'Union africaine, nous sommes aussi membres de l'ONU. Dans toutes ces institutions, nous avons aussi cédé une partie de notre souveraineté. Mais je prends un autre exemple de la souveraineté que Félix Tshisekedi a cédé lui-même. Quand il laisse Bounagan dans les mains de 1-23, mais tu as cédé une partie de notre souveraineté, est-ce que tu ne le sais pas? Je t'informe officiellement que à chaque fois que tu prends des décisions de dire non, repli stratégique, donc tu cèdes une partie de notre souveraineté aux ennemis de la République. Tu cèdes une partie de notre souveraineté, de notre devoir régalien, parce que c'est notre devoir de défendre la patrie. Tu ne défends pas la patrie à ce moment-là. Les gens qui vont occuper là-bas, c'est eux qui vont faire la loi. À ce moment-là, l'État, il est absent. Donc quand il est absent, notre souveraineté, elle est aliénée. Donc ici, les dangers, vous ne pouvez pas les chercher loin. Les dangers, il est au palais de la nation, à la cité de l'Union africaine, il est au Parlement, il est au Sénat, il est au gouvernement. Nous savons tous ces gens-là qui gangrènent, qui ont créé un univers où ils sont intouchables et ils resteront intouchables à vie. Si on ne fait pas d'attention, ces gens resteront intouchables à vie. Je dis et je répète. Parce qu'ils se sont créés un univers où ils seront éternellement intouchables. Je vous rappelle seulement un fait, je vais vous donner ici, afin que vous compreniez comment ces gens se sont créés un univers intouchable. Matata Mponyo a géré comme Premier ministre, nous le savons tous. On le reproche une affaire de Boukangalonju. Mais Matata Mponyo, qui on devait quand même arrêter, qu'il puisse justifier où sont partis cet argent, nous avons vu sur la toile partout. Et comment cette affaire est entrée dans le silence. Mais pourquoi cette affaire entre dans le silence? C'est parce que Félix Tshisekedi, à chaque fois qu'il veut poursuivre des anciens animateurs des institutions, il se rappelle aussi des faits que lui-même est en train de commettre, chers compatriotes. Ce que vous devez retenir ici, c'est que tout le monde, toute cette classe politique a trahi le pays. Raison pour laquelle il faut une autre classe politique pour les juger. Parce que le premier devoir du nouveau régime qui viendra après Tshisekedi, s'il veut rompre avec l'axe du mal, la première chose, c'est d'établir une loi martiale, qui sera même une constitution si spéciale. Je dis bien si spéciale, de 3 mois seulement. Juste pour exécuter de manière atroce tous les voleurs, tous les détourneurs. La seule chance qu'on peut accorder à ces détourneurs, à ces voleurs, c'est de remettre l'argent qu'ils ont volé. Quand ils volent, tu acceptes de remettre, donc on dit bien que une faute avouée et à moitié pardonnée. Donc là, on ne va plus t'exécuter, on te met en prison. Comme ça, tu vas mourir là-bas. Ça t'aidera quand même à avoir la vie sauve. Parce qu'on ne peut pas te laisser libre. Toi, tu es un voleur. Tu n'as que des idées pour voler. Comment quelqu'un qui vole 1,7 milliard nous dit que c'était une erreur? Mais si c'était une erreur, il faut rembourser notre argent. C'est clair. D'abord, on doit rembourser. Et en plus, toi aussi, tu dois te justifier devant l'État parce que c'est l'argent de l'État, l'argent de tous les Congolais que tu as volé. Et d'ailleurs, il ne nous a jamais dit qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent. Il prend seulement, il n'a pas à se justifier à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que lui, c'est le roi Soleil. Lui, c'est Mukantombolo. Lui, c'est le chef coutumier de la République de Mupomba. Voilà cette république que Félix Tshisekedi est en train d'envisager dans sa nouvelle constitution, où il veut mettre nos habitudes, nous. Quand il parle, je vais changer la constitution et l'adapter à nos habitudes, à nos us et coutumes, chers compatriotes. Soyons sérieux. Nous sommes 450 ethnies et tribus. Félix Tshisekedi, quand il va établir cette constitution, il va tenir compte des us et coutumes de quelle tribu précisément? Dites-moi un peu, répondez-moi même en commentaire. Si ce n'est pas le tribu de Mupomba, il va considérer les us et coutumes de quelle tribu? Il n'y en a pas. La constitution de RDC ne peut pas se faire dans les us et coutumes d'un certain tribu. Parce que nous sommes 450 ethnies et tribus. Et je l'ai toujours rappelé que nous ne sommes pas une nation. Parce qu'on n'a jamais eu une histoire commune. Tous les ethnies et tribus qui sont ensemble aujourd'hui n'avaient pas une histoire commune avant que les Blancs puissent arriver. Chaque ethnie avait son histoire. On n'était pas ensemble. C'est pour cela que nous chantons toujours dans notre hymne national que nous sommes unis par les sorts. Debout Congolais, nous mettons-nous debout parce que nous sommes unis par les sorts. Mais c'est quoi les sorts? C'est ce que les Blancs ont décidé pour nous. Quand ils ont occupé notre territoire, ils nous ont unifiés. C'est ça les sorts qui nous ont réservés. C'est ça qui est les sorts qui nous unissent. Et maintenant, ces sorts-là qui nous unissent, comment nous devons transformer ça et devenir une nation? En réalité, nous devons d'abord faire la refondation de notre nation. Nous devons définir ce qui peut être notre nation, notre Congo et notre peuple. Nous devons d'abord définir notre identité, notre histoire. Et après, on va créer un peuple.
Mais on va créer ça par rapport à quoi? Par rapport au pacte social que nous avons la Constitution. Tout ce que la Constitution nous dit ici, ça n'a jamais été appliqué. Comment vous voulez que nous puissions toujours être unis? La Constitution nous dit qu'on ne peut pas faire la discrimination même lorsque les citoyens du pays doivent accéder au poste de la fonction publique ou dans tous les services publics. Mais nous voyons tous, nous savons qu'il y a le tribalisme, il y a le népotisme, il y a la tricherie, il y a tout ce que nous reprochons de mal à ce gouvernement moribond de Félix Tshisekedi. C'est ça les réalités de notre pays que Moutamba a oublié. Les réalités qui font que un jeune, il est né au Congo, il n'a droit à rien. Il n'a pas droit à l'éducation, il n'a pas droit à la santé, il n'a pas droit à manger, il n'a pas droit à avoir un avenir meilleur. Il se retrouve dans la rue, il est encadré que par les gens qui nous donnent de mauvaises idées. Et l'État abandonne, il ne fait rien. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Mais attends, sauf que l'État, il va encore revenir après quand le Kourouna là, il a tiré. L'État, il revient, il dit non, toi, je dois te tiller. Mais maintenant, rendez-vous compte pour quel motif il va le tiller. L'État dit non, je vais te tiller parce que moi-même, j'ai été irresponsable envers toi. Je te tire à cause de mon irresponsabilité. Donc, c'est ça qui est devenu le pouvoir public. C'est ça le rôle de l'État selon l'esprit de la nouvelle constitution du dirigeant de Moupompa. Moukwanto Mbolo Betchon. C'est lui qui appelle les Kassaïens ses frères de sang. Vous comprenez un peu ici la constitution, les dangers qui nous guettent avec la nouvelle constitution? Vous comprenez un peu les dangers qui nous guettent à chaque fois que nous regardons ces messieurs-là rester au sommet de l'État? C'est un danger permanent. Je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi, c'est un danger permanent au sommet de l'État. Il n'a pas comme vocation d'être chef de l'État. Sa vocation, c'est peut-être être gardien de billes, peut-être être rigolo, être gigolo, peut-être. Ça, c'est vraiment la fonction qu'il convient. Il n'a pas comme fonction d'être chef de l'État. Il n'a pas les capacités. Il est insuffisant. Il ne maîtrise pas l'organisation et le fonctionnement de l'État. L'État, c'est autre chose. Quand il est chef de l'État n'a jamais eu une seconde où il doit négocier avec ses amis. Nicolas Kazan nous dit bien, le chef de l'État m'appelle. Non, il le appelle, c'est comme son ami. Vous imaginez un peu. C'est trop vulgaire même. Il n'y a pas le respect quand on sent ton ami te dire comme ça. Mon ami m'a appelé. Il m'a dit, je vais te convaincre de ne pas voyager. Moi, je dis, mais mon ami, je suis à 30 minutes de vol, je ne peux pas annuler ça. Et son ami lui dit, non, attends, je te reviens, parce que le ministre de la Justice m'a demandé de te dissuader de ne pas voyager. Vous comprenez ici qu'il y a un club d'amis? Je l'ai toujours dit, il y a un club d'amis à la présidence, un groupe de gens qui se constituent et pour conspirer contre la République tout entière. Les valeurs républicaines sont bafouées. Les valeurs qu'on voit dans notre devise, justice, paix, travail. Félix Tshisekedi a piétiné sur ça. Nous savons tous qu'on est inspiré, que nous étions, on admirait peut-être avoir l'état des droits au Congo. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu l'alternance au Congo. Pour la première fois, même par tricherie, on a validé la première alternance. Mais sauf que les messieurs de Moupompa, les rois soleil, Moukwanto Mbolo Fachi Béton, a décidé de détruire cet héritage qui pouvait être consolidé d'une autre manière. Cet héritage qui pouvait profiter au peuple congolais pour dire que notre pays, une jeune démocratie, ça va au moins avancer dans le temps pour qu'on soit réellement un pays démocratique où l'état des droits sera appliqué de manière effective. Donc nous sommes ici devant un fait accompli où on se rend compte que c'est lui qui préside au sommet de l'État, c'est celui-là même qui y est le problème. C'est celui qui y est comme le danger pour notre pays. On n'a pas d'autre terme à désigner tout ça. C'est pour cela que j'ai dit dans mes émissions suivantes que les Kourouna, malfrats qu'ils sont, on peut tout décider contre eux. Mais sauf la peine de mort, ce n'est pas possible parce que la Constitution ne reconnaît pas ça. Et en dehors de la Constitution, le président de la République, la République démocratique du Congo, est signataire du traité qui a aboli la peine de mort. Raison pour laquelle on a signé un circulaire pour suspendre la peine de mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, la peine capitale de la République démocratique du Congo, c'est les travaux 20 ans de travaux forcés. C'était ça la peine qu'on avait fait pour Vital Kamerhe. Mais curieusement, leur chef, le chef de la bande de tous les voleurs, Félix Tshisekedi, sort de son silence et dit non, Vital Kamerhe c'est un homme sérieux. D'ailleurs, moi je crois en lui qu'il va encore jouer un rôle très important dans les jours à venir. Et on a tous vu Vital Kamerhe être sorti en prison sans raison. On lui donne une promotion, vice-premier ministre chargé de l'économie. Il échoue en économie. On lui donne encore une autre promotion, président de l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, donc ici, on se rend compte que le pays qui est pillé systématiquement par les traîtres qui ont trahi la République, qui ont pris un engagement fervent chez les diables pour venir détruire le Congo.
Ces gens-là, leur chef, ça fait Tshisekedi. C'est pour cela qu'il est en train de placer ses pions partout, dans toutes les institutions où il doit contrôler, où il doit faire pourrir ses idées. Parce que je me dis, ça c'est pourrir lorsque les gens viennent dire sous l'impulsion du chef de l'État. Mais c'est quoi l'impulsion de Tshisekedi? Quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Sous l'impulsion, c'est quoi? C'est quoi sa vision? Quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi sa vision? Vous-même répondez. Vous comprendrez ici que nous sommes dirigés par un aveugle, mais surtout un ignorant. Mais un ignorant qui ne se rend pas compte, qui n'est pas conscient, qui n'accepte pas qu'il est ignorant. Un bourrique, un voleur. Donc notre République a comme devoir aujourd'hui de faire le recyclage de tous les ratés. Tous les gens qui ont échoué dans la vie, tous les gens qui ont échoué dans tous les domaines, dans tous les services dont ils sont passés, comme DG, ministres, ils ont échoué. On fait le recyclage, on les ramène encore dans des postes importants au pays pour continuer les pillages, pour continuer à soumettre la population, à aliéner notre souveraineté. Le Congo ne sera jamais défendu avec des traîtres. Le vrai moyen pour nous, c'est de désobéir à tout ça. Voilà pourquoi vous allez avoir cette émission que je vous parle, qui a pris son ampleur, qui a pris toutes mes pensées. C'est la conscience nationale. Je veux que tout le monde soit conscient, tout le monde réfléchisse, qu'on sache réellement quels sont nos devoirs à nous en tant que citoyens, mais quels sont nos droits. Si nos droits ne sont pas respectés, nous avons l'obligation de forcer le gouvernement d'exécuter ces droits-là. S'ils ne le font pas, nous avons le devoir de les mettre hors état de nuire tel que cela est disposé dans l'article 64 à son alinéa 1 de notre Constitution, qui dispose que tout Congolais doit faire échec à un Congolais ou un groupe de Congolais qui prend le pays en otage. Félix Tshisekedi a pris le pays en otage ensemble avec tous les voleurs que nous connaissons de l'Union sacrée, Mbolso, Mama Marte, Vitali Kamere, Bahati Lukwebo, Madame Judith Soumino, Auguste Kabouya, tous les voleurs que vous connaissez qui ont pris l'argent du pays, qui ont trahi la République, ils sont dans l'Union sacrée. Et leur chef, c'est Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, peuple congolais, nous avons le devoir de nous assumer. Parce que si on ne s'assume pas, les Congolais de demain sera catastrophique. Et on risque même de ne pas voir les Congos demain. Demain, on risque d'avoir d'autres États émiettés comme la Yougoslavie et tout consort. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, prenons conscience. Les devoirs nous incombent. C'est un devoir et une obligation. Ce n'est pas qu'on doit faire le choix de prendre ou laisser. Non, nous n'avons pas le choix de refuser d'exécuter notre devoir, celui de sauver la patrie qui est aliénée. Merci, chers compatriotes. On se revoit dans les prochains numéros. Pour aujourd'hui, on s'arrête par ici. Merci.